Ben, j'ai dit et répété toujours que l'avenir est dans l'AES. L'avenir n'est pas dans une CEDEAO moribonde, morte, déjà enterrée. L'avenir est dans l'AES et certains membres de la CEDEAO sont en train de se demander où allons-nous nous recaser après l'enterrement de la CEDEAO. Donc, il est tout à fait logique que des pays réfléchis commencent à penser AES, à parler AES, à militer AES. Le problème, ce n'est pas l'AES. Le problème, c'est une question de souveraineté, de liberté. Aujourd'hui, si tu veux la souveraineté de ton pays, tu veux la liberté, tu veux, disons, profiter des biens de ton pays, mais tu es AES. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont apporté de nouveau en sortant des griffes des pilleurs professionnels depuis 2, 3, 4, 5 siècles et qui ne sont pas rassasiés. Ils ont tout pris. Ils veulent continuer à tout prendre. Ils ne sont pas rassasiés. Maintenant, en les prenant un à un, le Ghana. Le Ghana est un modèle intéressant parce que dans la cacophonie de coups d'État, qu'est-ce qu'on dit, CEDEAO, on condamne, on va aller faire la guerre. Normalement, en Afrique de l'Ouest, les pays anglophones devaient se mettre à l'écart de ces palabres. Ça ne les concerne pas. Parce que aucun de ces pays anglophones n'a jamais dit à la France, viens, bon, désormais tu vas imprimer notre monnaie, viens, désormais nous laissons la moitié de nos devises dans la Banque de France, viens, désormais, si nous voulons exploiter notre pétrole, notre or, nos diamants, viens donner l'ordre d'abord, viens, si nous avons quelque chose, nous voulons nouer des relations avec tel ou tel autre pays, viens nous donner l'autorisation d'abord. Donc ces pays anglophones n'endurent pas, ne souffrent pas ce que les pays francophones souffrent depuis que le premier Français a mis le pied sur leur territoire. Alors, bizarrement, ces pays étaient les plus hargneux contre les pays francophones qui veulent leur liberté, qui veulent juste être au niveau de là où sont ces pays anglophones, à savoir avoir la marge de manœuvre. Et on n'est même pas encore arrivé à la monnaie. Arriver un jour à faire une monnaie, mais ils sont allés s'aligner derrière les intérêts français. Pourquoi ? Récemment, dans les propos du général Tchiani, on apprend qu'il y a des corruptions mais malheureuses, minables. Parce que moi, quand on me parle de 4 milliards de francs CFA pour un pays comme le Nigeria, mais ça me fait rire. À côté de nous, le Ghana, le dirigeant, lui, il était toujours à l'Élysée. Il aimait les médailles. On lui en a donné plein. Je ne sais pas dans quelles armoires il va ranger tout ça maintenant qu'il est parti. Alors, la nouveauté, justement, aujourd'hui, c'est que vienne au pouvoir quelqu'un dans un pays anglophone de la sous-région ouest africaine qui commence à ouvrir les yeux, qui se dit, mais au fait, de quoi nous nous mêlons? Si la France veut écrémer jusqu'à la mort ces colonies, ce n'est pas notre problème. Mais nous, ces colonies étant frontalières de notre territoire, nous avons intérêt à avoir affiché un comportement qui fasse qu'on ne se fabrique pas des ennemis à notre frontière, qu'on puisse travailler ensemble. Et ces ennemis ou ces colonies françaises martyrisées, elles ont quel problème? Elles disent juste qu'on lutte contre les djihadistes. Or, les djihadistes, c'est qui les djihadistes? C'est les Koulouna de Paris, c'est les Koulouna que Paris a ensemencés dans nos régions. On tue, on pille, on brûle, sans état d'âme. C'est les Koulouna, ça. Donc, les Koulouna pour faire allusion aux braqueurs. Aux braqueurs de choses de Kinshasa. C'est les Koulouna, avant le mot. Donc, le Ghana est venu, le Ghana se dit, mais le Burkina, c'est mon voisin. Il est tout à fait normal que je travaille avec le Burkina, que les soucis du Burkina soient partagés parce que nous avons les mêmes populations. Mais l'autre qui vient de partir, lui, il a toujours agi comme si la partie nord de son pays ne l'intéresse pas. C'est pourquoi les problèmes limitrophes de la partie nord, mais il s'en foutait. Ça, c'est le Ghana. Le Bénin, comme il l'a dit, c'est le chef d'état-major qui a posé un problème, disons, militaire. Parce que le Bénin, quand il dit, nous on est allé au Niger, disons, nous on a fait un pas, et que c'est les autres qui ne répondent pas,
Mais bien sûr, nous admirons son pas. Mais les autres ne répondent pas pourquoi. Ils disent, mais tant que vous avez les bases militaires de nos ennemis, des gens qui ouvertement disent qu'ils veulent notre tête chez vous, mais comment voulez-vous qu'on travaille avec vous? Les bases françaises sont là. Il ne suffit pas de nier les faits. Aujourd'hui, j'apprends que la société civile béninoise s'apprête à marcher pour demander le départ des militaires français. Ou bien, on admet que la société civile béninoise est mal informée, qu'il n'y a pas de base militaire française et qu'elle en a fabriqué. J'attends d'ailleurs les réactions de certains ambassadeurs qui vont adresser les lettres à la société civile béninoise, aux syndicats, pour leur dire, mais vous manifestez contre des bases qui n'existent pas. Eh bien, le porte-parole du gouvernement béninois, dans une adresse devant la presse en fin de semaine, a encore réitéré la position du gouvernement béninois. Pas de base militaire française au Bénin. Bon, ça c'est l'information officielle. Oui, c'est l'information. Le porte-parole, si j'étais à sa place, j'aurais dit la même chose. Vous savez, un gouvernement, c'est un gouvernement, c'est un corps, c'est un ensemble. On ne dit pas le contraire de ce que les autres pensent. Non, un gouvernement, il est solidaire. Donc, le chef d'état-major de l'armée du Bénin, voyant les dangers, il sait. On a tué ses enfants. Ça dit que les militaires béninois, on les a tués, c'est ses enfants. Il sait que s'il reste sur des principes bizarres, du genre il n'y a pas de base, du genre les Français vont nous aider, vont nous sauver des terroristes. Mais je me dis, mais c'est triste. C'est triste que quelqu'un au Bénin croit que les Français vont sauver les Béninois des terroristes. La preuve leur a été donnée, malheureusement, négativement, et endeuillé beaucoup de familles, et endeuillé nous tous, parce que quand on tue des Béninois ici, c'est comme on tue les Togolais. Nous sommes dans la même barque. Donc, ça, c'est le Bénin. Le chef d'état-major du Bénin pose un problème vraiment plus militaire que politique. Maintenant, le Togo. Mais est-ce qu'on avait même besoin de parler du Togo en ce qui concerne l'AES? Le Togo, vous savez, a une position qui est très claire, mais il y en a qui ont intérêt à la rendre floue, à la rendre sombre, à la rendre noire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a, ils réfléchissent, ils se disent, comment on va faire pour brouiller les cartes entre le Togo et l'AES? Ils affirment, le Togo, c'est la France-Afrique, hein. Les gens de l'AES, ils doivent faire attention. Le Togo va les trahir. On entend ça tous les jours. Eux, ils veulent nuire au Togo vis-à-vis de l'AES. D'autres renchérissent, mais dans le sens contraire. Faut faire attention, hein. Le Togo, il n'est là que pour les intérêts de la France. Et quand on dit ça, c'est pour dresser les gens de l'AES contre le Togo, ou bien il est là. Non, le Togo, c'est un membre fondateur de l'AES. C'est pour dresser le Togo contre la France. Heureusement, le Togo sait se retrouver dans ce méli-mélo. Le Togo a un cap qu'il tient et qu'il tiendra jusqu'au bout. Et il n'a pas de leçon d'appartenance ou de la non-appartenance à l'AES à recevoir de qui que ce soit. Parce que le panafricanisme, vous savez, Gilles, personnellement, je n'aime pas crier, je n'aime pas me présenter comme panafricaniste, hein, parce que c'est mélangé de tout. Chacun en profite. Il y a